Nous sommes le mardi 12 décembre, il est 18h30, l'heure de faire le point sur l'actualité près de chez nous. Et ce soir, une question: comment recueillir la parole des femmes violées ou agressées sexuellement lorsqu'elles déposent plainte? Et oui, c'est comment faire la part du vrai et du faux sans ajouter au traumatisme subi. Nous avons suivi une formation avec les policiers du Mans. La femme était un homme, premier secret révélé par l'étude de la momie du musée de Tessé au Mans. On remonte le temps à l'Égypte romaine dans ce journal. Et puis c'est sans doute le plus décoré, le plus investi de Sarthe. Visite de l'étonnante maison de Noël qu'un Alonnais s'évertue à faire vivre depuis plus de 15 ans pour la dernière fois cette année. Pour que la suite d'une agression sexuelle ne soit plus un traumatisme de plus, les policiers sont formés. Une attitude et des mots à trouver pour démêler le fil d'histoires souvent complexes sans ajouter de violence psychologique aux prétendues victimes. La tâche est complexe donc pour les policiers et gendarmes, d'où ces formations proposées par le planning familial. Nous avons suivi l'une d'elles, Mathias Hubert. Violences sexuelles, conjugales, qu'elles soient physiques ou psychologiques, ces policiers y sont confrontés au quotidien. Elle pleurait dans mon bureau, donc moi j'ai contacté aussitôt donc Madame Damiante et puis je les ai mis en relation toutes deux. Donc après. Alors comment aborder une victime de violence? Comment mieux l'accueillir et mieux l'orienter? C'est à ces questions que tente de répondre cette formation organisée par le planning familial. Les policiers y rencontrent des associations d'aide aux victimes, des assistantes sociales, autant d'acteurs qui gravitent eux aussi autour des victimes. Le bénéfice premier, c'est de comprendre exactement tout ce qui se passe en dehors de l'enquête policière, parce qu'encore une fois, nous sommes des professionnels du droit pénal, et de pouvoir intervenir et de pouvoir contacter directement les meilleures personnes, les plus à même en tout cas, à aider les victimes. S'il n'y a pas de plainte de la principale victime, c'est compliqué d'obtenir une condamnation. Mettre en confiance les victimes de violences, c'est aussi le rôle des policiers. Une mission délicate à laquelle s'efforce de répondre cette formation. Quand on pose nos questions pour essayer de mettre forcément des confrontés à leurs déclarations respectives, des fois la victime se sent oppressée. Alors quand elle est seule, c'est compliqué à gérer en fait. La difficulté dans notre métier, c'est de ne pas tomber dans le quotidien, j'ai envie de dire. Donc c'est constamment, je pense, se former. Et puis chaque victime étant différente, on apprend aussi à leur contact pour faire mieux la prochaine fois. Moi par exemple je travaille aux mineurs, je m'étais dit qu'aujourd'hui j'apprendrais peut-être pas grand-chose et aujourd'hui j'ai appris plein de choses. Donc au final c'est comme ça qu'on s'améliore. 4 formations de ce type sont organisées chaque année avec pour objectif un meilleur accueil des victimes et une libération de leurs paroles. En Sarthe en 2015, plus de 1500 femmes ont été victimes de violences, sans compter toutes celles qui ne parlent pas. C'est dans ce contexte que nous avons appris aujourd'hui l'annulation d'un spectacle à l'Espal. Sur le silence du temps du chorégraphe Daniel Dobbels, prévu le 22 février 2018, il a été déprogrammé par la direction des théâtres du Mans. Cette décision est prise au regard des accusations de violences sexuelles portées à l'encontre du chorégraphe sur les réseaux sociaux et relayées récemment par la presse, indique le communiqué des Quinconces l'Espal. La gravité de la situation nous enjoint à la prudence afin de préserver la dignité des personnes concernées par les faits présumés. Fin de citation. Elle a 2000 ans et révèle tous ses secrets, ou presque, Michael. Oui, il a 2000 ans d'ailleurs, car la momie que l'on croyait être celle d'une femme de 20 ans est en fait celle d'un homme d'une trentaine d'années. La surprise est de taille après le scanner réalisé à l'hôpital du Mans, c'était en octobre dernier. Les résultats ont été révélés hier soir. Diane Lemoisson lève le voile sur les mystères donc de la momie du Mans. L'opération avait de quoi surprendre, une momie dans un scanner. Le résultat étonne tout autant. À défaut d'une jeune fille, c'est un homme que l'on trouve sous le cartonnage. Un détail aurait pu aiguiller. Entre les jambes, il y a quelque chose qui a été embaumé. Mais ce sont surtout les os qui ont permis de trancher. Tout simplement des critères qui ont été identifiés depuis longtemps par les anthropologues sur les différents os, et principalement au niveau du crâne et du bassin, et qui nous montrent que une femme n'a pas les mêmes os qu'un homme, et donc on va essayer de voir tous ces critères-là, et puis ensuite, si tous les critères sont rassemblés, à ce moment-là, on peut dire que c'est un homme. Les dents sont en bon état, bien qu'usées par le sable. Avec l'analyse des os, elle permet d'estimer que l'homme était âgé de moins de 30 ans au moment du décès. Mais ce qui intrigue surtout, c'est ce petit élément au niveau de l'épaule gauche.
On s'est dit mais qu'est-ce que ça fait là, qu'est-ce que c'est? En fait on a fait le tri de tout ce que ça pouvait être, un petit caillou, du sel de conservation, ça ressemble à rien de tout ça. Et donc l'hypothèse la plus vraisemblable c'est que ce soit une petite amulette, sans pouvoir l'affirmer à 100% parce qu'on n'est pas sous les bandelettes, mais quand même et puis qu'il n'y a pas une forme caractéristique qui puisse nous dire que c'est par exemple un scarabée de cœur ou un œil de russe, mais pourquoi pas. Les mystères restent encore nombreux autour de la momie. On ne connaîtra pas par exemple la cause de sa mort, non visible sur le squelette. On n'avait pas fixé d'objectif très précis, si vous voulez. Le but était d'améliorer les connaissances qu'on avait jusqu'ici grâce à la radio. Le scanner permet de voir les différentes couches de bandelettes, permet de voir ce qui persiste, ce qui demeure à l'intérieur, comme par exemple le cerveau, le reste de cerveau dans la boîte crânienne. Ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes pour pouvoir justement communiquer sur les méthodes de momification. Les résultats seront à découvrir dans la nouvelle galerie égyptienne, dont l'ouverture est reportée à la mi-mars. Et en basket, le MSB n'est plus le leader du championnat de Pro A. Et non, car les Manceaux se sont inclinés lundi soir à Antares. C'était face à Nanterre au terme d'un match assez fou, où Le Mans, mené depuis le début, a combattu pendant toute la rencontre pour tenter de passer devant les Franciliens. La chose était très mal engagée, tant l'écart était important dès la 30e minute, avec 12 points d'avance pour Nanterre. Saluons tout de même la remontée du Mans, qui ne perd au bout du compte que 83 à 87. Et grande nouvelle, Mickaël, pour les enfants et les grands-enfants que vous êtes et que nous sommes, la maison du Père Noël est en Sarthe. Oui, aux 2 rues des Taillandières, très notez bien, 2 rues des Taillandières, c'est à Allonne. C'est là que Lionel Guillot a créé un véritable village miniature qu'il ouvre au public et qui prend vie à la nuit tombée chaque année depuis 16 ans déjà. Le succès est immense avec 20 000 visiteurs l'année dernière. Malgré cela, Lionel a décidé de raccrocher un peu ses guirlandes et se consacrer tranquillement à ses enfants, à sa retraite. Ça sera pour l'année prochaine. Donc c'est la dernière année qu'a lieu cette animation. Laure Girard. Cette maison, le Père Noël lui-même n'en revient pas. C'est du travail. Vous voyez, c'est beaucoup de travail même. Là, c'est magnifique. Il y a beaucoup de boulot, mais franchement, c'est magnifique. Ça vaut le détour. Ça marque Noël, quoi. Moi, personnellement, je trouve que ça se perd beaucoup. Ça vaut le coup du déplacement, quoi. Dommage que ce soit la dernière année que la personne le fait. En 2016, près de 20 000 personnes sont venues admirer la création de Lionel Guillot. Mais après 16 années de passion décorative et 10 ans d'ouverture au public, ce particulier d'Allonne veut passer à autre chose. Ben oui, cette dernière année, hélas, normalement, déjà on a fait avec ma femme, on a fait une année supplémentaire. Donc on avait dit en 2017, ça serait la dernière. Voilà. Donc c'est pour ça que je confirme à tous mes visiteurs que c'est vraiment la dernière, parce qu'ils ne croient pas que je vais arrêter. Parce que c'est beaucoup de travail déjà pour commencer. Comptez 2 mois de mise en place pour que tout soit prêt, le 1er décembre, et 1h30 chaque soir, rien que pour allumer le village. Parce que ça serait que des guirlandes, on allume, ça pose pas de problème. Mais avec les automates, on ne peut pas allumer d'un seul coup, il faut allumer progressivement. Donc c'est pour ça que j'ai 1h30 de mise en route tous les jours. Mais Lionel ne regrette pas les années passées à créer 1, puis 2, puis 26 maisons d'automates, sans regret non plus les kilomètres de guirlandes lumineuses installées chaque année. À 68 ans, le couple a de nouveaux projets, toujours un peu dans le même thème. Prochain voyage, ça sera l'Alsace. Donc je partirai en Alsace faire une tournée pour voir toutes les illuminations, quoi. Le marché de Noël ? Marché de Noël et puis tous les alentours, Colmar, tout ça, là, voilà. La maison du Père Noël est à découvrir jusqu'au 7 janvier prochain à Allonne. Dernière date avant extinction définitive des feux, à moins d'un miracle. Et vous pourrez retrouver la maison du Père Noël dans notre émission 100% Sarthe spéciale Noël. Ça sera diffusé, notez-le bien, le dimanche 24 décembre à 18h30. Et cette information, Mickaël, pour terminer notre journal, l'association Les Enfants de l'Arche à Saint-Saturnin a reçu la somme de 4 000 €. Ah oui, c'est l'argent des gourmands et des gourmets, car la somme avait été récoltée lors de la tentative de record du monde de la marmite sartoise.
tenté par des chefs cuisiniers de l'association des 19 bonnes tables. C'était le 15 octobre dernier sur l'île de Moulinsart-à-Fillet. 1 tonne de marmite quand même avait été cuisinée et écoulée, c'est incroyable. La recette globale était de 12 000 €. Là-dessus, on enlève le prix de la fabrication de cette marmite qui a été faite exprès pour l'occasion. Et puis le coût des ingrédients. Bref, 4 000 € donc pour les enfants de l'Arche. On s'en félicite évidemment. Merci Mickaël pour ce journal. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on se retrouve avec nos invités Aurélie Péco, Sophie Pommier. On parlera avec elle de ce phoque robot peluche qui Paro, exactement, qui apaise les personnes âgées et celles atteintes d'Alzheimer. A tout de suite sur LMTV.